10. Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pronostic de NXT TakeOver Brooklyn 3 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin et à 1h30 pour le kick-off ou le pré-show si vous préférez. Donc il reste plus de 24 heures, donc c'est le moment je pense de faire une vidéo pronostic de ce show que quand même j'attends avec impatience car il va y avoir des bons matchs et je sens qu'il va y avoir une ou deux surprises et je crois que une nouvelle fois le NXT va surpasser le pay-per-view du main roster qui suit à n'en pas douter par rapport à SummerSlam qui je dois le dire n'a pas une carte de folie et n'a pas eu un super build-up globalement. NXT TakeOver s'annonce encore comme un show qui risquera probablement d'être historique. Alors on va commencer tout de suite par le premier match, à savoir Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas. Alors on ne va pas reparler du terrible heel turn de Tommaso Ciampa à TakeOver Chicago qui a choqué bon nombre de fans, et moi y compris. Car en effet, j'ai mis du temps à m'en remettre. Hélas, Ciampa, vous le savez, a dû subir plusieurs interventions chirurgicales qui le maintiendront hors des rings jusqu'au mois de mars 2018 normalement. Donc ce qui fait qu'on ne verra probablement pas le fameux Ciampa Gargano que tout le monde attend avant le takeover qui précédera WrestleMania 34. Du coup, il va falloir meubler et proposer un autre programme à Johnny Gargano en attendant le rétablissement de Ciampa. Gargano a fait son grand retour sur le ring dans l'épisode du 2 août, au cours duquel il a battu Raúl Mendoza dans un bon match, mais beaucoup trop court malheureusement. On a vu Andrade Cien Almas battre pour sa part Noé José dans l'épisode du 9 août, accompagné de Zelina Vega, sa nouvelle compagne qui gère désormais la carrière d'Almas d'une main de fer et qui est venu annoncer en fin de show que son protégé Andrade Cien Almas était prêt à défier Gargano à TakeOver car il mérite d'avoir les feux des projecteurs sur lui. Pas beaucoup de build-up donc autour de ce match, d'ailleurs on n'a vu aucune confrontation directe entre Almas et Gargano, mais ça n'empêchera pas d'avoir potentiellement un bon petit match entre deux très bons lutteurs. Le pronostic n'est pas évident à faire, mais je vais tout de même partir sur une victoire d'Andrade Cien Almas qui a besoin pour moi d'une victoire de prestige pour relancer sa carrière maintenant qu'il est accompagné de Zelina Vega qui je pense va lui permettre de se refaire une santé. Gargano n'est de plus pas prêt d'affronter Tommaso Ciampa de sitôt, donc une défaite n'aurait rien de désobligeant pour lui. D'autant plus qu'il sort tout juste d'une longue aventure en tant que lutteur tag team et ne fait donc pas encore partie des grands noms de la NXT au niveau solo. Il y aura largement le temps de builder l'année prochaine quand Ciampa sera de retour, mais pour le moment, je pense qu'il va surtout jouer les jobbers de luxe pour Almas, dont la victoire est à mon sens quasi impérative. Sinon, à quoi bon de lui associer Zelina Vega, de retransformer un peu son personnage, de lui donner un peu de relief, si c'est pour perdre à TakeOver. Même si c'est Johnny, tout bon lutteur qu'il est et tout populaire qu'il est, je pense que la victoire d'Almas est plus importante que la victoire de Gargano. J'ai pensé à un petit truc, on ne sait jamais, je vais mettre une petite pièce là-dessus. C'est que si Gargano perd, pourquoi pas un départ dans le main roster pour Gargano, puisque on annonce un Superstar Shake-Up après SummerSlam, vous le savez, et étant donné que forcément on attend le Gargano de Ciampa, tout le monde l'attend, mais comme il n'aura pas lieu avant le mois de probablement avant WrestleMania 34, ce qui fait beaucoup trop loin, et pourquoi pas
en attendant, parce que comme ça va être difficile de lui donner des plats à NXT en attendant, autant peut-être le mettre directement dans le main roster, avec la promesse faite à Ciampa d'un autre côté, de rejoindre aussi le main roster dès qu'il sera de retour. Ce qui fait que potentiellement on pourrait avoir un Gargano Ciampa, non pas dans le takeover de l'année prochaine, pré-WrestleMania, mais carrément dans le WrestleMania même. Donc on aurait peut-être une affiche entre deux nouvelles recrues du main roster. Voilà, bon, c'est juste une idée comme ça, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'était une idée que j'avais et qui pourrait être intéressante. Et Gargano mériterait d'être dans le main roster. Et je sais pas vraiment ce qu'il va faire pendant ce temps-là à la NXT. Et j'ai peur qu'il joue les jobbers de luxe et j'espère que ce sera pas le cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Gargano Almas. Match suivant, Hideo Itami contre Aleister Black. Alors première chose déjà, on annonce que Aleister Black va avoir une entrée particulière à TakeOver. Et déjà que son entrée est badass à souhait et qu'elle est vraiment hyper cool, j'ai vraiment hâte de voir cette entrée si particulière qui est annoncée. Voilà, parce que j'aime bien Aleister Black, j'aime bien son univers et son attitude, donc ça risque d'être énorme cette entrée. Alors on a vu dans un récent épisode de NXT, donc Hideo Itami réclamer du respect à corps et à cri et s'inviter sur le ring avant qu'Aleister Black ne vienne faire son apparition pour combattre Kyle O'Reilly. Itami s'est pris au final un énorme Black Mass après que les deux lutteurs se soient jaugés du regard avec intensité et qu'Itami ait faim de quitter le ring. La WWE a aussi publié une vidéo montrant Itami tentant d'attaquer Black dans un parking afin de se venger, mais finalement la sécurité les a séparés. En tout cas, ce match, je pense, s'annonce stiff et potentiellement proche de celui qu'on a pu voir entre Black et O'Reilly, qui était un très bon match et d'ailleurs le match le plus difficile qu'a eu à disputer Black depuis ses débuts à la NXT. Black, donc, aura sans aucun doute un adversaire de taille en la personne d'Hideo Itami. Cela étant, et au vu du push que Black semble avoir, sans oublier le fait qu'il soit toujours invaincu à la NXT, je vais miser fort logiquement sur une victoire d'Aleister Black dans ce match. Certes, le heel turn d'Itami, favorisé par sa courte feud avec Cassius Ohno, a un peu donné de relief à son personnage par rapport à ce qu'il était avant, mais ça ne suffira pas à mon sens, et je pense qu'avec Itami, on a déjà fait le tour de la question, et je me demande même s'il ne va pas quitter la WWE dans les semaines à venir, surtout dans cette période où la WWE essaye de faire beaucoup d'économies. Donc, pour moi, victoire d'Aleister Black, et probablement avec un Black Mass. Match suivant, match de championnat par équipe de la NXT entre les Authors of Pain et Sanity. Alors un match assez étonnant et inhabituel puisqu'on va avoir affaire à deux équipes heel, l'une face à l'autre. On sait tous évidemment ce qu'il est advenu de DIY. Concernant TM61, Shane Thorne est sur le retour suite à une longue convalescence. Heavy Machinery, pour leur part, ont perdu contre les Authors of Pain dans un match de championnat. Du coup, aucune équipe face n'était réellement disponible pour affronter les Authors of Pain, en tout cas une équipe nouvelle. Et c'est là que Sanity est sorti du chapeau. À vrai dire, ce match ne m'emballe pas plus que ça, et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé pour un match par équipe dans un takeover, car dans le passé on a toujours eu de super matchs par équipe, notamment grâce à DIY, Revival ou American Alpha. Là en revanche on a affaire à Sanity avec certes un Killian Dane assez impressionnant et qui m'a plutôt fait une bonne impression en solo face à Drew McIntyre, mais on a aussi un Alexander Wolf qui est clairement le maillon faible de Sanity et que je trouve relativement limité dans un ring. Quant à Eric Young, on a pu voir dans le line-up de présentation du match lors de l'épisode du 2 août
qu'il apparaissait bien en arrière-plan, ce qui laisse supposer qu'il sera bien présent à TakeOver. En plus, on l'a vu intervenir dans le segment de la semaine dernière où il a fait son grand retour physiquement en piégeant les Authors of Pain et avec les Sanity au grand complet à 4 contre 2. Ils s'en sont pris aux Authors of Pain, qu'on n'avait jamais vu en difficulté comme ça, quoi. Donc Eric Young, hein, qui avait disparu, est bien là. Alors pourquoi je dis ça, hein, parce que si vous avez vu ma vidéo postée juste avant Battleground, vous vous souvenez que j'avais émis l'hypothèse qu'Eric Young et Eric Rowan seraient les assaillants et les kidnappeurs de Fandango, ce qui expliquerait alors pourquoi Eric Young était absent de NXT depuis plusieurs semaines maintenant. Alors après, rien n'empêche Young d'être présent à TakeOver et plus tard pour se révéler être les assaillants de Fandango, ou l'un des assaillants de Fandango. En tout cas, j'ai hâte de voir si en cas de défaite, Wolf et Dane se retourneraient éventuellement contre leur leader, ce qui pourrait alors être un indice assez fort concernant l'affaire Fandango en elle-même. Bref, en ce qui concerne mon pronostic, je vais partir sur une conservation des titres par les Authors of Pain. Je vois plutôt une équipe face leur prendre les titres personnellement, en particulier TM61 puisque Shane Thorne est rétabli à présent. Du coup le timing est parfait pour partir sur une nouvelle feud. Si je devais donner un seul argument en faveur d'une victoire de Sanity, ce serait simplement si la WWE voulait que Sanity récupère toutes les ceintures, mais autant pour Nikki Cross c'est plutôt quelque chose de faisable, autant pour Eric Young j'y crois vraiment pas du tout. Je vois pas Eric Young se mêler à la lutte pour le titre NXT. Ça me semble bizarre, en tout cas ça me semblerait bizarre. Voilà pourquoi je donne vraiment très peu de chance à Sanity de remporter les titres par équipe à TakeOver Brooklyn. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Si ça se trouve, ils vont faire le contraire. Mais alors, en plus, on a vu le dernier segment, les Authors of Pain se sont fait détruire. Donc ça peut vouloir dire aussi que ils vont prendre cette fois-ci l'avantage durant le match du pay-per-view, puisque c'est eux qui ont paru faibles la dernière fois qu'on a vu Sanity et Authors of Pain regroupés sur le ring. Donc voilà, je vois pas trop Sanity prendre les titres. En revanche, bien sûr, il va falloir faire attention à Eric Young et à Nikki Cross qui risquent probablement d'être présents dans les abords du ring, à moins que l'arbitre ne les expulse, ce qui serait une bonne idée, s'il pouvait les expulser du ring pour avoir un match équitable. Voilà, on va passer au match suivant. Asuka défendra son titre féminin contre Ember Moon. Alors, ce sera la revanche du match que les deux lutteuses ont eu à NXT TakeOver Orlando le 1er avril dernier. Match qu'avait bien sûr gagné Asuka après avoir balancé l'arbitre sur Ember Moon afin de l'emporter. 3 semaines plus tard, on apprenait la blessure de Moon lors d'une bataille royale pour déterminer la prochaine challengeuse numéro 1 au titre d'Asuka. Et c'est d'ailleurs Asuka elle-même qui l'a blessée en intervenant durant le match et en la balançant à l'extérieur contre les barricades. Et du coup, elle s'est blessée à l'épaule alors qu'un Fatal 4-Way était prévu à TakeOver Chicago le 19 mai entre Asuka, Nikki Cross, Ruby Riott et donc Ember Moon. La suite, on la connaît. Ember Moon n'a pas participé à ce match et Asuka l'a emporté dans ce qui s'est transformé en un triple threat match. Finalement, Ember Moon a fait son retour courant juin et a enchaîné les victoires pour se voir mériter une revanche qu'elle attendait tant face à Asuka. Dans l'épisode du 2 août, les deux femmes se sont confrontées sur le ring. Asuka a déclaré qu'elle avait déjà battu Ember Moon et qu'elle le fera à nouveau à TakeOver Brooklyn 3, en concluant par Ember Moon is not ready for Asuka. Ember Moon est alors arrivée sur le ring et a dit à Asuka que depuis TakeOver Orlando, elle a tout fait pour revenir où elle doit être, se battre pour le titre de championne NXT. Ember Moon sait qu'elle est prête, tout comme les fans le savent. Au fond d'elle, derrière son arrogance,
Asuka connaît la vérité. La vérité, c'est qu'Asuka n'est pas prête pour Ember Moon, pour reprendre ses propres termes. Asuka a alors proposé de serrer la main d'Ember Moon. Elle a accepté, mais Asuka en a profité pour gifler Ember Moon. Les deux jeunes femmes se sont alors bagarrées et Ember est finalement parvenue à porter son éclipse sur Asuka, qui est alors restée inanimée au sol. La première confrontation, puis la blessure provoquée par Asuka elle-même, et enfin ce segment font que le build-up de ce match est plutôt soigné, ce qui n'est pas toujours le cas à la WWE, donc il faut le souligner. On attend tous ce match depuis longtemps, et beaucoup de gens s'attendent à ce qu'Ember Moon soit la prochaine championne et la première à battre Asuka, d'autant plus qu'on a appris cette semaine qu'Asuka venait tout juste de battre le record de longévité de l'ère moderne en tant que championne féminine donc à la WWE avec 502 jours en battant Rockin' Robin, une lutteuse des années 80. Et on sait qu'en général, quand un record de longévité tombe, le titre est perdu peu de temps après. Regardez par exemple Nikki Bella ou bien les New Day. Honnêtement, vu la longévité de son règne et de son invincibilité, et considérant qu'elle a battu tout le monde, Asuka devrait, selon moi, perdre ce match. Il est temps, je pense, de passer le témoin à quelqu'un d'autre. Asuka n'a plus rien à prouver, et comme des rumeurs d'un nouveau Superstar Shake-Up juste après SummerSlam ont fleuri ces derniers jours, je pense qu'il est temps pour Asuka de laisser sa ceinture à Ember Moon et de partir dans le main roster dans la foulée. Pas besoin d'un rematch de toute façon, son règne parle pour elle. Donc voilà ce que j'en pense. Je vais miser sur la victoire d'Ember Moon. L'histoire est trop belle et c'est le moment idéal pour que Moon remporte enfin cette ceinture. Nikki Cross en tant que heel pourrait alors constituer une prochaine adversaire de choix pour Ember Moon, en attendant possiblement d'autres recrues venus directement du Mae Young Classic. Et on se souvient, je vous l'avais dit, dès la vidéo de mes vœux pour 2017, donc c'est quand même, ça date pas d'hier, ça date du mois de décembre, j'avais fait un petit visuel avec Asuka et Moon, et je vous avais déjà parlé de ça. Et je vous avais dit à l'époque que Asuka devait pas perdre son titre tout de suite, et que c'était même possible qu'elle reste championne encore toute l'année 2017. Finalement, j'ai un peu changé d'avis. C'est vrai que garder le titre encore toute l'année, ça va faire à long, très très long. Et en tout cas, ce que je maintiens, c'est qu'il faut, à mon avis, qu'Ember Moon soit celle qui batte Asuka. C'est la seule pour moi qui soit assez crédible pour le faire. Et je pense que ce serait un super feel-good moment si elle arrivait à le faire. Imaginez ce truc, après une invincibilité comme celle-ci, un règne aussi long, pouvoir être la première à battre Asuka, ça va être énorme si ça arrive. Et il y aura sûrement de superbes réactions de la part du public de Brooklyn. Donc voilà, mon pronostic, ce sera un changement de ceinture et la victoire d'Ember Moon. Et donc après, probablement un départ d'Asuka vers le main roster, donc après le shake-up, peu importe que ce soit à Raw ou à SmackDown, pour moi c'est le moment de quitter NXT. Alors après, il y en a d'autres qui ont dit qu'elle pourrait éventuellement conserver son titre, mais le laisser vacant aussi, histoire de montrer qu'elle est imbattable et qu'elle aura laissé une clean sheet en quelque sorte à la NXT et qu'elle pourrait arriver dans le main roster en tant que lutteuse invaincue. Ça pourrait aussi être un argument pour une conservation par Asuka, mais toute cette histoire montée, la revanche, la blessure, tout ce qui a été monté autour d'Ember Moon, pour moi ça sent tellement le conte de fées et la victoire de Ember Moon que je ne vois que ça pour ma part. Et enfin, on passe déjà au main event, le match tant attendu entre Drew McIntyre et Bobby Roode pour le championnat NXT. Alors Drew McIntyre s'est mérité ce match de championnat en battant Killian Dane en 1 contre 1 dans un match où Dane m'aura plutôt fait une bonne impression, comme je vous le disais tout à l'heure. Du coup, le fait pour McIntyre de battre clean quelqu'un comme Killian Dane ne peut que crédibiliser son statut de challenger numéro 1 au titre de Bobby Roode. McIntyre dit être un homme neuf, un homme qui a changé.
C'est ce que Roode a rappelé lors d'une interview dans l'épisode du 2 août. Interview au cours de laquelle il a aussi proposé un face-à-face avec Drew lors de l'épisode du 9 août. Face-à-face qui s'est étonnamment terminé par l'organisation d'un match entre Drew McIntyre et Roderick Strong dans l'épisode du 16 août, donc de cette semaine, avec comme stipulation que si Strong l'emportait, il aurait droit alors à un match contre Roode après TakeOver. Finalement, Roode est intervenu durant le match, mais a attaqué Strong en premier avant d'attaquer Drew et de lui porter un Glorious DDT et voilà, de parader sur le ring. La disqualification en faveur de Strong serait donc logique, mais n'a pas été officiellement annoncée. Du coup, je me demande si cela ne va pas être utilisé par Strong ultérieurement pour dire qu'il a gagné le match par disqualification et que donc il pourra affronter Roode après TakeOver. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé cette intervention assez débile de la part de Roode, d'autant plus qu'il a attaqué Strong en premier et qu'il n'avait pas intérêt à faire gagner Strong, du moins si la disqualification devait être officialisée. Concernant le pronostic, alors ça va pas être facile à pronostiquer ce match, mais il y a un élément dont il va falloir tenir compte, comme je vous le disais de façon certaine, c'est forcément Roderick Strong. On sait que la tension est montée dernièrement entre Roode et Strong, avec un Roode qui n'a pas eu un comportement exemplaire envers la famille de Strong, en disant notamment que sa famille est du genre à vouloir devenir millionnaire en jouant au loto. Roode a dit aussi qu'il était meilleur que Strong et qu'il l'a prouvé sur le ring et que Strong ne devrait pas faire partie de la NXT. On l'a vu alors suite à cette entrevue, on a vu un Strong suite à cette entrevue très énervé vouloir s'en prendre à Roode, mais qui a été retenu par d'autres lutteurs ainsi que par William Regal qui lui a demandé alors de se calmer car son comportement n'était pas professionnel alors que Strong voulait affronter Roode à nouveau, mais Regal lui a rappelé que Roode devait affronter McIntyre à TakeOver Brooklyn aux grandes dames de Strong. Du coup, ce segment ainsi que la fin du match de cette semaine entre Strong et Drew peuvent vraiment laisser place à une intervention de Strong, soit en plein match, soit après le match, que Roode soit champion ou non d'ailleurs, puisque là il s'agit plus d'une affaire d'homme que d'une affaire de ceinture d'après Roderick Strong. Personnellement, je pense que si Strong devait intervenir, ce serait plus après le match que pendant le match, tout simplement parce que ce n'est pas dans les habitudes de la NXT et donc de Triple H, on va dire, de faire intervenir des lutteurs pour interrompre des matchs durant les différents takeovers. La plupart du temps, les matchs finissent clean, ou aller au max sur une ruse. Du coup, je pense que ça sera encore le cas dans ce match. Donc mon sentiment c'est, je pense que Roode va conserver sa ceinture et peut-être justement sur une ruse de Bobby Roode, ce qui aurait le mérite de ne pas trop décrédibiliser Drew McIntyre pour son premier takeover et de le maintenir dans la course au titre, puisque c'est quand même un grand objectif annoncé pour lui depuis son retour à la WWE. Suite à cela, Strong pourrait alors venir attaquer Roode après le match à TakeOver, et Drew s'en mêler aussi, avec possiblement un peu de tension entre Strong et McIntyre, tout cela dans le but de nous teaser un triple threat match entre les trois hommes, ce qui changerait un peu, car ça fait un moment qu'on n'a pas vu de triple threat match pour le titre masculin de la NXT. Alors certes, ça reste du fantasy booking, mais c'est comme ça que je verrai les choses. Donc pour moi, conservation du titre par Roode, car ça me semble un peu tôt pour Drew McIntyre de le récupérer dès son premier match de championnat, qui plus est dans son premier match à TakeOver. Mais j'espère au moins ne pas avoir une disqualification dans ce match et qu'on ait une vraie fin clean, mais la storyline actuelle me laisse à penser que ça pourrait tourner au vinaigre entre ces trois hommes. Alors, enfin, deux choses à ajouter. Il y a de fortes chances pour qu'on retrouve le thème de Broken Dreams lors de l'entrée de Drew McIntyre. Ça nous a été teasé dans une vidéo par la WWE et de nombreux fans attendent ça. Et moi aussi, je ne vous le cache pas, ce serait vraiment super. Ce serait un autre deuxième bon moment après la victoire éventuelle d'Ember Moon. Le retour du Broken Dreams, ce serait un super moment. Et enfin, seconde chose, la présentation plus que probable d'Adam Cole
risque aussi d'intervenir durant le show, hein. Pourquoi pas une intervention de Cole et de Strong d'ailleurs en même temps, pour s'attaquer à Roode peut-être, pour s'attaquer à Roode et avoir éventuellement une alliance avec les Red Dragon, afin de créer une espèce de faction 100% Raw, Ring of Honor, ce que ce serait démentiel et pas impossible, hein, je trouve, mais évidemment, hein, ça reste du fantasy booking, hein, comme j'aime le faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les pronostics de TakeOver Brooklyn. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view et j'espère être surpris. Il y a sûrement des choses que je n'ai pas évoquées et qui risquent d'arriver. Donc, et moi, j'attends que ça, hein, avoir une surprise, voire 2 ou 3 surprises. Mais quelque chose de neuf. Mais je sais qu'avec TakeOver, on peut l'avoir. Voilà, on a eu ce fameux heel turn de Ciampa qui est arrivé en toute fin de show. Ils peuvent nous surprendre à tout moment, donc j'attends que ça et j'ai vraiment hâte de voir ce pay-per-view. En tout cas, on se retrouve très rapidement puisque il y a également SummerSlam déjà dimanche, donc je vais vous faire une vidéo complète avec tous les pronostics et avec éventuellement quelques éléments de spoilers de ce que j'ai pu lire ici ou là. D'ici là, portez-vous bien, un bon début de week-end à vous tous, et donc on se retrouve très vite pour la vidéo pronostic de SummerSlam. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.